Nouveau podcast, Laura 2.0 de ce mercredi 30 juillet 2025. Quand l'école devient un piège, harcèlement, silence et renaissance. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Laura 2.0 spiritualité et chemin vers soi. Aujourd'hui, je prends la parole pour vous partager une histoire personnelle, une blessure encore sensible, mais qui m'a profondément transformée. Ce podcast parle du harcèlement scolaire, mais pas celui dont vous entendez parler souvent. Il s'agit d'une institutrice primaire, moi, dans un milieu où l'on s'attend à de la bienveillance, du soutien et de l'écoute. Ce que j'ai vécu dans l'enseignement m'a poussée dans mes retranchements personnels les plus profonds. J'ai cru m'effondrer. J'ai cru perdre mon identité. Mais la vie, ou plutôt l'âme, m'a poussée à dire stop. Et c'est là que la vraie transformation a commencé. Voici mon témoignage. Comment une simple tension entre collègues peut dégénérer en harcèlement scolaire ? Eh bien, pour ma part, ça a commencé par ne plus vouloir me parler. Cette collègue ne voulait absolument plus me parler. Elle m'ignorait en fait, tout simplement. Lors de discussions, etc., elle prenait la parole avec d'autres personnes, mais à chaque fois que je posais une question, elle partait du regard, puis allait vers d'autres collègues, etc. Ensuite, elle n'acceptait plus ma présence au sein d'un même espace, donc même pour manger dans la salle des profs, etc. Elle ne voulait plus que je sois présente dans le même espace qu'elle. Il faut savoir aussi que cette collègue, j'avais son fils dans ma classe, étant donné que j'ai très très vite obtenu un poste en tant que institutrice primaire et que j'ai très très vite eu ma place et une classe. Et il faut savoir que le harcèlement a commencé quand j'ai eu son fils dans ma classe. Moi, je n'ai littéralement rien vu venir et j'ai commencé à comprendre les choses quant au mois d'octobre, donc 2 mois après la rentrée. Elle a demandé, elle a même exigé que je sois présente dans le bureau de la directrice lors d'une récréation, alors que je surveillais. Et là, cette dame n'a pas pu se contenir et est arrivée vers moi et a essayé de me frapper. Chose que la directrice, bien évidemment, elle s'est mise entre nous deux, finalement, pour ne pas que ce geste arrive sur ma joue, tout simplement. Et là, j'ai compris que l'affaire était grave parce que, en fait, moi, ma position, c'était de ne pas privilégier son enfant et de l'accepter et de travailler avec comme tous les enfants de la classe. Et ça, elle n'a pas accepté. Elle n'a pas accepté non plus ma façon d'enseigner et ma pédagogie. Donc ça, c'était vraiment le gros événement qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas à l'école. Et alors, le harcèlement proprement dit, eh bien, tous les jours, devant les collègues, t'es qu'une merde, t'es qu'une grosse merde. Dans le parking de l'école, t'es une grosse vache, tous les jours, à répétition, pendant 2 ans. Il faut savoir que malgré les signalements faits à ma direction, la direction essayait de régler les problèmes avec moi à part et avec elle à part. Il faut savoir aussi que je n'ai pas été la seule ciblée et qu'une autre collègue a été ciblée aussi du même genre de crise 2 mois après moi. De ce fait-là, elle a commencé à prendre collègue par collègue dans son petit cercle d'amis. Et donc, une collègue, par exemple, est devenue tata de cœur de son enfant. Et ainsi de suite, elle a fait un petit peu sa toile. Elle a tissé sa toile avec les collègues en disant que j'étais une instite de merde, etc., etc. Et donc, sur 2 ans,
toutes les collègues, excepté une, ne me parlaient plus. Bien évidemment, je me suis sentie inutile, rejetée de tous, incomprise. Et donc, pour mieux gérer ça, bien finalement, je me suis isolée. Je me suis isolée avec la collègue en question qui avait subi le même sort que moi et dont on avait fait appel à plein de gens en fait. On a fait appel au pouvoir organisateur. Le jour de mon agression, l'après-midi, j'ai été voir le pouvoir organisateur en expliquant ce qui s'était passé. On a fait appel à des cellules harcèlement, à des cellules d'intervention dans le milieu scolaire, etc., etc. Et il faut savoir que toutes ces démarches ont abouti à rien, néant, zéro. Finalement, comme je le disais, je me suis isolée, je ne mangeais même plus avec mes collègues, étant donné que quand j'arrivais dans la salle des profs, on rigolait, on parlait plus, on faisait des messes basses et surtout, on s'envoyait des messages. Et donc, je me suis sentie en fait inutile. Et ce que j'ai fait avec ma collègue en question, c'est qu'on mangeait dans nos classes, une fois chez l'une, une fois chez l'autre. Émotionnellement, c'était très difficile. Il faut savoir que suite à ça, j'ai fait un burn-out qui a duré plus ou moins 1 an et demi. Émotionnellement, j'allais à l'école la peur au ventre, une boule au ventre. Avec ma collègue, on se téléphonait pour s'attendre sur le parking pour qu'on ne soit pas l'une sans l'autre. Que si la collègue en question était là, on pouvait affronter à deux. Et ça a pris tellement d'ampleur qu'on avait même peur des parents. On avait peur de tout en fait, de tout notre noyau école. On avait peur de tout. La preuve en est, c'est que une fois, lors des grandes vacances, en préparation de notre classe, on avait fermé le couloir pour être sûr que la collègue en question qui nous harcelait ne rentre pas dans le couloir et nous ne fasse pas des crises ou ce genre de choses. Professionnellement, moi j'ai craqué. J'ai craqué très très vite. Cette collègue a mis en cause mon travail. Je travaillais essentiellement avec Harry Potter. Et cette dame m'a broyé, on va dire ça comme ça, littéralement broyé tout mon projet sur toute l'année. Parce que son fils n'aimait pas Harry Potter. Et au fur et à mesure, étant donné que c'est une instite maman qui était à l'école, finalement, elle a fait son noyau aussi avec les parents de la classe. C'était essentiellement une classe de garçons. Et donc, son garçon à elle faisait du foot. Et bien évidemment, beaucoup d'élèves faisaient du foot, etc. Et donc, ça a fait un petit peu boomerang, en fait. Tout ce qui se passait avec elle s'est reproduit avec les parents qui l'ont suivie finalement parce qu'elle a eu des mots à ce moment-là, certainement convaincants. On va dire ça comme ça. J'ai su que le harcèlement était dangereux pour ma santé mentale le jour où j'ai eu une journée de merde à l'école, mais vraiment de merde, avec elle justement, parce que j'étais arrivée sur le parking, seule cette fois-ci, parce que ma collègue n'était pas présente avec moi. Elle est arrivée un peu plus tard et sur le parking, elle est sortie de sa voiture et il fallait monter une chaussée pour arriver à l'école. Et là, tout au long de la chaussée, alors quand je dis chaussée, on avait 100 mètres, 150 mètres. Et tout au long de la chaussée, elle était derrière moi. Et elle disait, t'es qu'une grosse vache, 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 jusqu'à l'école. Et là, par miracle des choses, c'était le jour où on devait donner des dates pour partir en excursion. Et donc, en 5e et en 6e, on partait en Italie au ski. Et là, j'ai dit à ma direction, je ne pars pas au ski si cet enfant vient. C'était pas possible. Elle l'aurait trouvé... Il se serait passé quelque chose avec cet enfant, un accident, etc. sur les skis, en montagne, etc. J'avais pas les armes sur les épaules pour surmonter ça et surmonter la colère de cette maman, en fait. Et ce jour-là,
après des péripéties de la journée, j'ai dit au revoir à ma collègue puisqu'on faisait le chemin inverse pour nos voitures ensemble parce qu'on essayait tant bien que mal de ne jamais être seul. Et quand j'ai compris que c'était fini pour moi, dangereux pour moi, c'est quand j'ai eu des idées dans ma voiture de suicide. À côté de l'école, il y avait une ferme. Et je me suis dit, Laura, si tu mets pas ta ceinture et que tu fonces sur le mur blanc, c'est bon. Mets les gaz. J'y ai pensé très 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 fort. Et là, une collègue m'a sonné. Et c'est grâce à cette collègue finalement que je n'ai pas fait cet acte. Et que j'ai repensé à ma famille, à ma fille que je devais aller chercher à l'école, à tout un tas de choses. Et je me suis dit, bah non, je ne peux pas faire ça à ma famille en fait. Les enfants dans la classe ont très très vite compris que je n'allais pas bien. À vrai dire, j'étais très énervée. Enfin, c'est pas forcément énervée, mais très sur les nerfs tout le temps. J'avais plus de patience. Quand quelqu'un venait frapper à la porte, je sursautais. Les enfants ont très vite compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ils me l'ont fait ressentir par des petits mots, des petits gestes, des petits câlins, des petits bisous, etc., etc. Vis-à-vis des parents, c'était compliqué parce que cette collègue en question connaissait les parents de la classe, étant donné qu'elle les avait eus des années au précédent dans sa classe à elle, en fait. Donc, elle connaissait bien les parents et en tant que maman, pour les anniversaires, pour les copains, etc., elle côtoyait beaucoup de parents. Et j'ai su par après, par une maman d'élève qui me l'a dit et qui m'a montré le groupe, elle avait créé un groupe WhatsApp avec les parents de la classe pour dire tout ce qui allait, tout ce qui n'allait pas, ce qu'elle aimait, ce qu'elle n'aimait pas. Et donc, ça a fait vraiment une toile de merde, j'ai envie de dire ça comme ça, autour enfin, c'est pas des réseaux sociaux finalement, hein, c'est vraiment des applications sur téléphone. Et donc, elle est arrivée à ce que je n'ai plus ma place ni au sein avec les élèves, ni au sein du groupe parents, ni au sein de l'école finalement. Parce qu'elle ne s'est pas arrêtée là, donc elle a fait un groupe WhatsApp et puis elle a commencé à parler de sa situation au comité des parents, le comité des parents qui a posé des questions à la direction qui, et moi-même qui avons dû aller voir le PO, le pouvoir organisateur, etc. pour expliquer nos faits et gestes finalement. Et donc finalement, cette dame a réussi à me mettre à dos tout le corps professoral, tout le corps professoral, toutes les personnes qui venaient un petit peu à l'école. Je parle peut-être du maître de yoga qui est une fois venu, peut-être des profs de citoyenneté, religion, morale, etc. Elle a vraiment fait en sorte que moi je sois la mauvaise et que elle, par l'intermédiaire de son fils et de elle, son statut d'enseignante, soit mise sur un piédestal. Pourquoi les institutions et les autorités n'ont rien fait? Eh bien, j'ai fait appel, ma collègue aussi, à 2 organismes externes qui cadrent les équipes en difficulté. On a été voir la médecine du travail concernant le harcèlement, etc. Et finalement, ça s'est conclu. La psychologue du travail m'a dit, Madame Laura, c'est ancré dans les murs. On ne sait rien y faire. C'est ancré dans les murs. On a réalisé maintes réunions. Cette collègue en question s'énervait, l'explosait. Et tout le monde trouvait ça normal, en fait. Tout le monde trouvait ça normal. Il faut savoir aussi que j'étais dans un système de pouvoir organisateur communal, j'étais dans l'enseignement communal, et il faut savoir aussi que la bourgmestre en fonction, à ce moment-là, c'était la copine. La copine. Et donc, ça a été très, très difficile de se débattre, en fait, face à ça. C'était sa copine et point. Et elle me l'a clairement dit. Elle m'a dit, Laura, tu n'habites pas la commune, tu n'habites pas au sein de la commune. Tandis que ta collègue en question, là, elle habite au sein de la commune et ses parents habitent au sein de la commune. Et comme c'était
au moment des élections, elle m'a clairement dit, ben en fait, moi, si je te... comment expliquer ça? Si je tiens avec toi, eh bien, tu ne pourras pas voter pour moi. Tandis que si je tiens avec elle et les autres qui sont dans son champ, eh bien, j'ai possibilité d'avoir plusieurs candidatures pour réavoir un mandat en tant qu'échevin ou bourgmestre. Au départ, ce qui m'a aidé à tenir, ben, c'est forcément ma collègue qui avait vécu ça. On était soudées l'une à l'autre. Étant donné qu'on faisait 2 années consécutives, eh bien, de toutes les façons, on était menés en fait à s'entendre hein, finalement, puisque j'avais une 5e et elle une 6e. On s'appelait beaucoup, on essayait de se remonter le moral le plus qu'on pouvait. On essayait de faire les récréations ensemble pour que on ne soit pas seul vis-à-vis du monde. Et le monde, pour nous, à ce moment-là, c'était l'école. Ce qui m'a aidé à tenir aussi, c'était j'ai appris à connaître les médecines alternatives, les choses alternatives à la médecine traditionnelle. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé les méditations guidées, le reiki et le tambour. Les personnes qui étaient censées nous protéger, ben, nous, on s'est forcément retourné vers le syndicat. Alors, le syndicat, c'était très, très compliqué parce que oui, en fonction de ce qu'on écrivait, on recevait un mail de retour avec ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire, etc. Mais on n'a jamais eu un vrai soutien, donc une personne qui vienne vers nous, nous expliquer ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire, vers quel lieu se diriger, vers quelle personne se diriger pour arrêter ça. Surtout que moi et ma collègue, on n'était pas les premières. Une collègue bien avant nous de maternelle avait subi la même chose. Et c'est maintenant que j'y repense. Quand moi j'ai commencé à travailler dans cette école-là, cette collègue ne sortait pas de sa classe. Elle mangeait dans sa classe. Elle ne sortait pas de sa classe de peur de voir cette fameuse collègue. Mon moteur dans cette descente aux enfers, ça a été mon conjoint qui me voyait affalée dans le fauteuil parce qu'à un moment donné, j'ai abandonné. Hein. Mon corps ne pouvait plus, j'arrivais plus, je pouvais plus continuer à aller à l'école en pleurant toutes les larmes de mon corps. À un moment donné, j'ai été chez le médecin et je suis tombée en larmes littéralement. J'ai commencé par un mois d'arrêt et puis ça s'en est suivi, quoi. Je me suis arrêtée à l'école plus ou moins 1 an et demi. Avec des arrêts, bien sûr, parce que je pensais tout le temps que ça allait aller mieux. Et donc, je retournais à l'école pour 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, et puis ça n'allait plus, je repartais, etc. Et donc là, je me suis vraiment dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Pendant tout un temps, ben, j'étais affalée dans le fauteuil. Quand je dis affalée, c'est que je ne m'habillais plus, je ne me lavais plus, je ne me brossais plus les dents, je ne faisais plus mes cheveux, je ne mettais plus mes lunettes parce que mon objectif, enfin je ne sais même pas si c'est un objectif à ce moment-là, c'était que je devais être chez moi et je ne voulais plus bouger de chez moi. Donc c'est-à-dire que j'étais assise du matin au soir dans mon fauteuil sans savoir faire à manger, sans savoir nettoyer, sans savoir rien faire en fait. Et je me rappelle toujours, c'est que mon conjoint m'allumait la télé au matin et je me souviens d'être dans le fauteuil et de ne jamais la regarder. Et donc, à un moment donné, il est venu près de moi. Ça a duré quand même des mois et des mois. Il m'a dit, Laura, tu ne peux pas rester comme ça. On va faire quelque chose pour que tu remontes. Et remonter la pente, ça a été tout simplement en fait de se rhabiller. De se réhabiller, de se laver, de reprendre soin un peu de soi et d'essayer de sortir. Sortir, c'était très, 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 très difficile. Et donc, l'arrangement qu'on avait trouvé avec mon conjoint, c'était, ben voilà, il est indépendant et le soir, il fait des dépannages. Et donc, il m'avait dit, ben voilà, tu restes la journée à la maison, mais le soir, à 5 heures, quand le magasin ferme, tu te prépares et on va faire des dépannages.
Et au fur et à mesure, comme ça, j'ai repris goût à aller à gauche, à droite de la maison. Il faut savoir que j'ai fait énormément de crises d'angoisse durant cet harcèlement. J'ai été 52 fois à l'hôpital pour des crises d'angoisse. Chez moi, les crises d'angoisse, ça se caractérisait par comme si j'allais attraper une crise cardiaque. J'avais mes muscles du haut de ma poitrine qui se serraient tellement, j'arrivais plus à respirer. J'avais mon cœur qui s'emballait et je disais tout le temps, Philippe, amène-moi à l'hôpital parce que je vais mourir. Le Reiki, les soins énergétiques m'ont fait un bien fou. Et surtout, ce qui m'a aidé à me sortir de là, c'est prendre conscience que j'étais moi, Laura, que j'étais humaine, que j'avais peut-être mes faiblesses et mes choses positives, et que je devais prendre tout ce package et dire, ben voilà, en fait, ça c'est moi. Et ce qui m'a fait aussi prendre énormément de recul vis-à-vis de ça, c'est que j'ai su la Laura d'avant. Elle n'était pas si mauvaise que ça, mais je l'ai changée aujourd'hui pour être la Laura que je suis maintenant, vraie et authentique. Ce qui m'a permis vraiment de passer le cap, c'est que suite à ces 2 ans de harcèlement, j'ai fait ma demande auprès de mon pouvoir organisateur de changer d'école. Et je ne voulais plus être en présence de cette dame, finalement. Et étant donné que ma direction m'avait soutenue, mais finalement soutenue à rien du tout, parce que j'ai appris que au sein du travail, à partir du moment où il y a une altercation physique ou pas, il y avait des papiers à remplir. Et donc, cette direction n'a jamais rempli un papier. Ma collègue n'a jamais été, en fait, condamnée, entre guillemets, par rapport à ce qu'elle m'avait fait. Et donc, j'ai demandé de changer d'école. Et ça a été refusé par la bourgmestre à l'époque, qui, je me souviens, m'avait téléphoné en me disant, ben voilà, je te change d'école, mais c'était l'école attenante à l'école où j'étais, c'était la même direction, etc. Et j'étais amenée à revoir les collègues lors de concertations, de réunions, etc. Et avant de raccrocher, elle m'a donc dit que c'était tout ce que je méritais après 2 ans où je n'avais pas été stable dans l'école. Aucune empathie, aucune prise de conscience de ce que j'avais vécu et ma collègue aussi. Et donc là, je me suis assise et j'ai dit à mon compagnon, ben écoute, je vais devoir prendre une décision parce que vivre comme ça, je peux plus. Et j'ai donc pris la décision de démissionner. Cette démission n'a pas été si simple, mais en même temps, ça a roulé. Parce que pendant mon 1 an et demi de burn-out, si je peux dire ça comme ça, il faut savoir que ma dépression dans le fauteuil, etc., ça a duré quelques mois. Et que j'avais besoin de reconnaissance et que j'avais besoin à nouveau de me sentir utile, en fait. Et donc, pour moi, ça a été l'école du soir. Ça a été l'école du soir en esthétique, ça a été l'école du soir en massothérapie et ça a surtout été l'école du soir en podologie. Et du fait que je réussisse mes jurys centraux pour ces 3 éléments, je me suis sentie en fait, waouh, en fait, t'es pas nulle en fait. Laura, en fait, là, ce que tu viens de démontrer en 1 an et demi, franchement, là, elles peuvent tous aller fermer leur bec en fait. Et c'était ça dont j'avais besoin à ce moment-là. Maintenant, j'ai plus besoin de ça. Je sais que je suis bonne instite, je sais que l'esthétique, j'adore, que la massothérapie, ça m'a appris beaucoup de choses au niveau du corps, au niveau des énergies, etc. Et je me sens bien en fait dans mon combo. Ben oui, je tiens mon institut et en même temps, j'ai su rallier l'institut avec ma vie d'instit finalement et j'en suis fière. J'en suis fière parce que je me suis rendu compte en fait que c'était l'atmosphère qui était dans cette ancienne école qui faisait en sorte que je n'étais pas bien et que cette année,
Ça a été mon année de renaissance en fait. Aller dans une école, avoir des câlins d'enfants, avoir des avis des parents, me dire bah, Madame Laura, merci d'avoir appris la conjugaison ou autre chose à mon enfant, etc. Enfin voilà, ça a été vraiment une renaissance pour moi. Cette expérience m'a fait descendre au plus bas. Mais c'est aussi elle qui m'a permis de me reconnecter à mon moi le plus profond. J'ai entrepris des études à l'école du soir. J'ai entamé aussi un chemin spirituel. J'ai découvert mes dons, le reiki, les soins alternatifs à la médecine traditionnelle, les énergies. Et j'ai compris que ma place n'était plus au sein de cette école, ni même au sein de cette commune. J'avais besoin de changement, de redémarrer à zéro. Un espace de soins, j'avais besoin de le construire. J'avais besoin d'écoute et j'avais besoin d'une transformation. Aujourd'hui, à travers Terra Luna, mes soins, mes podcasts, mes partages, je transmets autrement, avec le cœur, avec l'âme. Si tu écoutes ce podcast aujourd'hui, c'est peut-être que toi aussi, tu vis quelque chose de similaire. Alors, laisse-moi te dire, tu as le droit de partir, tu as le droit de te choisir, tu as le droit de renaître. L'univers ne nous enlève jamais quelque chose sans préparer quelque chose de plus aligné avec toi-même. Et si ton âme t'appelle ailleurs, écoute-la. C'est le plus grand acte d'amour que tu puisses te faire à toi. Et voici la musique du jour. Vous l'aurez compris, c'est Slimane Résister. Alors aujourd'hui, la carte du jour est plutôt les cartes du jour. Alors aujourd'hui, je voulais vraiment vous faire ce petit message du jour avec l'oracle des tambours. C'est le tout premier oracle, un des tout premiers oracles que j'ai acheté quand j'ai commencé à pratiquer le tambour. Et voici les cartes qui sont sorties. Le grand esprit, la mère terre et l'enthousiasme. Alors bien évidemment, je vous lis les significations de ce tirage. Alors, pour le grand esprit. Alors, le message du tambour. Dans ta cape d'invisibilité, le grand esprit t'enveloppe et te conduit vers la vérité. De chacun de tes pas, à la vibration d'un éclat de voix, il est là, garde la foi. Alors, concernant la terre-mère, le message du tambour. Comme la neige qui craque sous tes pas en hiver, Mère Terre te murmure son chant. Elle harmonise ton équilibre, elle fertilise tes projets. Dans la ronde de son mouvement constant, remercie-la du cocon accueillant qu'elle a bâti pour toi. Et la dernière, l'enthousiasme. Hop, on y va. Voilà, le message du tambour. Depuis la source, l'enthousiasme s'écoule au goutte à goutte. Laisse s'élever l'énergie positive favorable à cet état. Accueille la vie avec plaisir et réjouis-toi de ce nectar qui pétille déjà en toi. Voilà. Et voici la phrase du jour. Tu n'es pas ce que tu as vécu. Tu es ce que tu décides de devenir aujourd'hui. Le vrai courage, c'est de s'écouter même quand tout le monde se tait et de suivre ce chemin invisible, celui de ton âme. Merci à tous pour votre écoute. Merci à toi pour ton écoute. N'hésite pas à partager ce groupe afin de rencontrer de nouvelles belles personnes. À la semaine prochaine.